messieurs Étienne Chouard et Jacques Testard. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors je vais commencer par vous présenter brièvement tous les deux, puis je vous passerai successivement la parole pour que vous nous présentiez chacun ce que vous défendez aujourd'hui. Je vais commencer par ordre alphabétique, donc Étienne Chouard, Étienne, tu vas être le premier. Donc, tu es professeur d'économie à Marseille, tu es blogueur prolifique sur ton blog chouard.org et tu as également écrit beaucoup sur ton forum, le forum du Plan C, dans lequel on discute constitution, tirage au sort et tous les sujets qui tournent autour de cela. Tu as été notamment médiatisé à partir de 2005 autour du référendum pour la constitution européenne à laquelle tu t'es opposé grâce à un texte que tu as rédigé qui a été largement rediffusé. Et derrière ça, tu t'es dit qu'il fallait continuer à faire quelque chose, qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. Et donc tu as réfléchi, étudié la question, beaucoup écrit. Et tu te définis comme un citoyen constituant. Voilà un titre que j'aime bien et que j'espère que tu nous expliqueras juste après. Jacques Testard, tu es biologiste de la procréation, auteur de la première fécondation in vitro humaine en France, que vous connaissez peut-être sous le nom de Amandine, qui a 34 ans aujourd'hui, il me semble. Et tu explores et défends depuis une dizaine d'années la procédure des conférences de citoyens. Voilà, donc tu nous expliqueras juste après ce que c'est. Et tu as publié très récemment en 2015 un livre qui s'appelle L'humanitude au pouvoir, dont on va pouvoir revenir, et il me semble que tu en as. Et qui pourra signer, il y en a un petit lot à la fin si vous désirez le partir. Je vous le recommande, c'est un très bon livre, j'en suis à peu près à la moitié, mais je suis déjà conquis. Et donc tu vas pouvoir nous expliquer ce qu'il en est tout à l'heure. Étienne, je te laisse la parole pour nous dire en 10-15 minutes ce que tu défends. Ouais, ça marche. Bonsoir à tous. Vous êtes nombreux, hein? Ouf. Bon, 10 minutes, c'est compliqué, il faut pas que je traîne, il ne faut pas que j'ouvre de parenthèses. D'abord dire tout le bonheur que j'ai de rencontrer Jacques là. Jacques, c'est quelqu'un d'important pour moi, c'est un praticien de l'idée que je défends, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup, et ce qui fait remarquable. Quand je vais décrire ce que je fais, je vais intégrer son travail, la façon dont je vois son travail par rapport au mien. En gros, pour aller vite, je ramène nos problèmes sociaux à notre impuissance politique à les régler. Je pense que si nous avons durablement, depuis tant de temps, autant de problèmes que nous n'arrivons pas à régler, alors que dans toutes nos discussions, on voit bien qu'on les a identifiés et on a des tas de choses à proposer, je pense que si ces problèmes les plus graves perdurent, c'est parce que nous sommes impuissants politiquement. Alors je cherche les raisons de cette impuissance et je les trouve dans un texte où il est écrit que nous n'avons pas de pouvoir. C'est pas écrit clairement, il n'y a pas écrit le peuple n'a pas de pouvoir, donc ça se serait bien identifié, on se serait révolté depuis longtemps, c'est plus compliqué à voir. Dans ce texte qui est la Constitution, qui est l'endroit où on dit comment sont désignés les pouvoirs et comment sont contrôlés les pouvoirs et quelle est la place qui est réservée aux citoyens pour reprendre la main quand ils l'estiment nécessaire. Dans ce texte essentiel, il n'est pas écrit « le peuple n'a pas de pouvoir ». Ce qui est écrit dans ce texte et qui nous concerne, c'est une absence. Nous n'y sommes pas. Essayez de lire la Constitution, c'est pas amusant. Mais quand vous vous cherchez vous-même, ça vous donne une raison de le lire de façon attentive en disant où est-ce que je suis là-dedans? Où est-ce que j'ai un pouvoir de faire quelque chose, de changer la vie et de participer au destin commun? Nous n'y sommes pas. Alors je cherche à comprendre pourquoi est-ce que nous n'y sommes pas, parce qu'il n'y a pas que nous en France, c'est dans tous les pays, à toutes les époques. C'est universel. Les constitutions programment l'impuissance populaire. Alors, si c'est un phénomène mondial et universel, je cherche, c'est pas un complot, c'est un processus universel qui nous conduit à ça. Et je l'identifie dans les auteurs des constitutions. Je pense que les constitutions sont des mauvaises constitutions, voire même, c'est pire, des anti-constitutions, des textes qui sont des prisons au lieu d'être des protections, parce que ceux qui écrivent ces textes sont toujours des professionnels de la politique.
Donc ce sont toujours les personnes, précisément les personnes qui devraient craindre cette constitution, qui partout dans le monde écrivent ces constitutions et donc écrivent des fausses. Ils écrivent des faux contrôles, des contrôles factices. Ils écrivent leur puissance et notre impuissance. Parce que c'est leur intérêt personnel, simplement. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire polytechnique pour comprendre ça. Je pense que c'est assez simple. Et c'est pour ça que c'est universel. Mais si je m'arrête là dans mon raisonnement, j'ai pas de solution. Si j'attends que les élus me libèrent alors que ce sont eux qui ont fabriqué la prison dans laquelle ils m'ont mis, je vais attendre longtemps. En fait, je trouve la solution quand je remonte plus en amont et que j'essaye de comprendre pourquoi les professionnels de la politique peuvent toujours écrire les constitutions, alors qu'ils devraient précisément être les seuls à ne pas y toucher. Et je pense que c'est notre faute. Et ça, c'est optimiste, parce que si c'est notre faute, ça veut dire qu'on peut changer, et il ne tient qu'à nous de tout changer. C'est notre démission du processus constituant, c'est parce que nous démissionnons de ce moment essentiel. C'est pas du tout un texte poussiéreux, juridique, c'est pas du droit. C'est le droit du droit, et le droit du droit, c'est pas du droit, c'est de la politique. Et c'est parce que nous démissionnons par paresse, un peu, par complexe d'infériorité, on ne se croit pas compétent, et on fait tout pour nous faire croire et nous enraciner dans cette certitude que nous sommes incompétents. C'est aussi par égoïsme, on s'occupe que de nos affaires, on ne s'occupe pas du bien commun. Bon, il y a plein de raisons. Je pense que c'est surtout par complexe d'infériorité. Nous démissionnons du processus constituant, nous ne nous sentons pas concernés, et au moment, à chaque fois qu'il y a une révolte, il y a des révolutions et des insurrections partout dans le monde à toutes les époques. Ça va arriver à nouveau, il y en aura à nouveau. Et il me semble qu'à chaque fois, on arrive à renverser un tyran, quel que soit le pays et l'époque, on arrive à renverser le tyran, mais juste après, quand il faut écrire le monde suivant, on n'est pas entraîné, on n'a pas fait d'atelier constituant, on n'est pas du tout entraîné, on ne sait pas écrire une constitution, on ne sait même pas ce que c'est. Et à chaque fois, donc, quand il faut écrire les nouvelles règles, comment on va faire? Il y en a un qui se présente, c'est un professionnel de la politique, il dit « moi je sais », et il se présente, il se déclare comité provisoire, gouvernement provisoire, et puis c'est parti. Et en les laissant faire, ce moment essentiel où nous transformons de multitudes en peuple parce qu'on décide de vivre ensemble en écrivant nous notre contrat social, c'est ça une constitution dans le sens politique le plus noble. À ce moment-là, on n'est pas là. Et on le laisse faire à des professionnels de la politique. Et toutes les impuissances qui suivent sont des conséquences de cette démission. Alors, ce que je suggère, je raccourcis, ce que je suggère, c'est que, prenant acte de cette impuissance politique populaire universelle et de ces causes qui sont très probablement dans l'éducation populaire insuffisante, mal faite de nos enfants et de nous-mêmes, qui n'avons pas encore appris à écrire nous-mêmes les règles supérieures de la politique, qui disent comment on désigne les acteurs, comment on contrôle les acteurs, comment on reprend la main quand on n'est pas content, comment on destitue un tyran, etc. Et puis comment on règle les contrôles avec des chambres tirées au sort, comment on règle les contrôles, la banque, les médias, l'information, les sondages, on va en parler là. Prenant acte de ce trouble et cette cause en nous-mêmes, je suggère que nous nous entraînions pour la prochaine insurrection. C'est-à-dire que nous nous entraînions aujourd'hui pendant qu'on est au calme, on a des revenus, on a du temps, tout va bien. Eh bien, pendant que tout va bien, on s'entraîne, on fait des ateliers constituants. Demain, il y en a, vous devriez y aller. C'est enthousiasmant. Je ne connais pas, j'en ai fait plein. Je n'ai pas un seul exemple de quelqu'un qui se soit ennuyé, qui c'est pas, j'y crois pas. C'est enthousiasmant. Vous allez voir que quand vous faites de la politique, en vous demandant, au lieu de vous demander, je vais demander ça aux élus, ou on va exiger des élus, ou on va forcer les élus, vous ne prenez pas du tout le truc sous cet angle-là. Vous devenez des adultes et vous dites comment on va écrire, comment on va désigner les acteurs. Est-ce qu'on va les élire, est-ce qu'on va les tirer au sort, est-ce qu'on va les élire avec des candidats, sans candidats, avec quel mode de scrutin, qui va être citoyen, qui va être les étrangers, qu'est-ce qu'on fait avec les étrangers, est-ce qu'on fait voter les étrangers? Toutes ces discussions-là, comment on écrit la monnaie, qui décide de la quantité de monnaie qui est nécessaire, comment on va décider un référendum d'initiative populaire et combien de personnes peuvent déclencher un référendum d'initiative populaire, sur quel sujet, est-ce qu'on met des garde-fous, pas de garde-fous? Les sujets sont tous passionnants. Il ne s'agit pas d'écrire des lois, il s'agit d'écrire des articles de constitution. Les articles de constitution, c'est comment on désigne les acteurs, comment on les contrôle.
Et comment on garde la main sur les acteurs politiques? Demain, vous avez une occasion, je pense que vous devriez la saisir, c'est épatant. Mais l'idée après, c'est qu'il faut que ça continue. Là, vous êtes vachement nombreux, c'est très compliqué à organiser. Et un atelier constituant, ça peut être tout seul, ou à deux. Et donc ça, c'est très léger, ça dépend de vous, vous pouvez faire ça quand vous voulez. Si c'est tout seul, vous pouvez faire ça quand vous voulez. Un atelier constituant, c'est un humain qui décide de concrètement s'occuper de la Constitution. Comme un peintre, il est dans son atelier, tout seul, et concrètement, il s'en occupe. Et bien un atelier constituant, c'est comme ça. Ne vous imaginez pas qu'il faut faire des réunions à 15, 20, 100, pas du tout, pas du tout. Si vous imaginez ça, vous ne le ferez jamais tous les jours. Les ateliers constituants, il faut que ce soit tous les jours. Je suggère que si les humains, c'est pas du tout seulement les Français, hein, c'est tous les humains du monde, si nous nous passons le mot entre nous, n'attendez rien des médias ou des élus, ça ne se passera pas par eux, ils vont tout faire pour morpionner le système et nous empêcher d'y arriver. Mais ça va très bien marcher entre nous, avec Internet, et même sans Internet, je pense que ça marcherait. C'est l'idée qui est puissante. Si on se passe le mot entre nous, et qu'on s'entraîne, et qu'on convainc les voisins de s'entraîner à leur tour, il faut que ce soit contagieux pour que ça marche. Au moment du printemps, quand ça germe, quand il faut que ça germe, si ça germe partout, les voleurs de pouvoir ne pourront pas se débarrasser de nous tous, il y en aura trop partout. Et ça pourra être non violent parce qu'on est très nombreux. Si on n'est pas nombreux et qu'il faut qu'on force les choses, ce sera violent et en plus ça ne marchera pas. Donc il y a plein de jeunes gens qui bouent de se révolter tout de suite, il faut qu'on fasse quelque chose. Je pense que les ateliers constituants qui font qu'on change dans notre tête, on devient des grandes personnes, on devient des adultes, on arrête de se soumettre à des maîtres, à des élus. Peut-être qu'on aura des élus, mais c'est nous qui allons écrire les règles de l'élection, les règles de la destitution, de la révocation, les règles de la reddition des comptes, comment est-ce qu'ils nous rendent des comptes et comment on les punit quand ils ont mal fait leur boulot. Les ateliers constituants nous rendent adultes. En fait, ils nous transforment intérieurement. Et c'est ça c'est plus important que le tirage au sort, évidemment. C'est plus important que même la Constitution. Ce qui est important, c'est que nous nous transformions d'électeurs enfants en citoyens adultes. Un électeur est hétéronome. Il subit le droit écrit par quelqu'un d'autre. C'est un enfant politique. Un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas la parole, qui est privé de la parole, étymologiquement. Et un électeur, c'est un enfant. Et quand on nous dit qu'on est des citoyens, on se paye de mots. C'est pas vrai, on se la pète, mais on n'est rien du tout. On ne décide rien. Et quand on se transforme en constituant, vous allez sentir dans l'atelier que quand vous prenez vos problèmes politiques, vos problèmes concrets, par la politique adulte qui consiste à écrire nous-mêmes la Constitution, vous allez voir, vous allez sentir dans votre chair, en même temps que vous écrivez, vous allez sentir que c'est simple, et en même temps vous allez sentir comme c'est sûr, ce truc-là va tout changer. Si on est nombreux, il faut qu'on soit nombreux. Si on n'est pas nombreux, ça ne marchera pas. Et ce qui m'embête, moi, et je vais arrêter avec ça, j'ai embrayé sur ce que j'ai à dire de Jacques, ce qui m'embête, c'est que vous soyez si nombreux quand on est là, donc c'est un côté star, quoi. Vous venez voir une attraction, c'est bien ce qu'il dit ce gars-là. Et le problème, c'est que si vous ne continuez pas après, ça ne va pas marcher. Vous comprenez ça? Si demain vous ne continuez pas, ça ne va pas marcher. Ça marchera que si on est très nombreux. Si on est très nombreux, il faut que vous vous mettiez à deux et vous invitez votre voisin. Allez, éteins ta télé. Viens, on va parler des chambres de contrôle, des juges tirés au sort. Viens, on va parler de ça. On va décider comment on les désigne. Oh, tu es chier, c'est pas sexy. Oui, mais c'est vachement important. Si tu veux, on parle d'autre chose. On va parler du référendum. Bon, le référendum peut-être. Enfin, c'est à vous de faire le boulot de convaincre celui qui est encore éteint. C'est pas facile. Vous l'aurez peut-être pas la première fois. Quand vous allez essayer de convaincre quelqu'un, ça ne va pas marcher du premier coup. Il va vous dire, ça fait 3 fois que tu me casses les pieds avec ce truc-là, tu arrêtes de me parler de ça, sinon je ne te parle plus. Bon, ok, alors vous arrêtez de lui parler, c'est plus vous, mais ça va être un autre qui va venir et qui va peut-être son chef de service, ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre qui va lui parler, encore du tirage au sort. Et c'est peut-être pas la deuxième fois, ça ne va encore pas marcher, il va encore être revêche. Mais la troisième, peut-être que ça va être une jolie fille, je ne sais pas, quelqu'un qui va lui en parler à nouveau, et là il va percuter. Et vous voyez, il aura fallu qu'on se mette à 3 pour arriver à le réveiller, mais finalement on va le réveiller. Mais c'est notre boulot de nous réveiller entre nous. La solution ne viendra pas des élus. Alors qu'est-ce qui me passionne dans ce que fait Jacques là-dedans? C'est que Jacques, il prouve, avec des conventions de citoyens dont il va vous parler, il prouve que des gens qui se mettent ensemble à réfléchir au bien commun deviennent meilleurs. Quel que soit le niveau de départ, ils deviennent meilleurs et produisent des avis, ils donnent des opinions, ils opinent sur des sujets de façon au moins aussi convaincante que quand c'est des élus.
Et ça, c'est magnifique pour nous décomplexer. On a besoin de ça pour se décomplexer. On a besoin des histoires que nous raconte Jacques, des histoires très concrètes, vécues de citoyens dans des conventions de citoyens. On a besoin de ces histoires-là pour se décomplexer, pour y aller faire de la politique nous-mêmes sans demander à des professionnels de la politique. Et alors, dans son travail sur les conventions, il a mis au point un protocole, il dit, mais bon, c'est un mode d'emploi scientifique rigoureux qui permet d'éclairer l'opinion. Je parle à ta place, excuse-moi, tu me corrigeras si je dis bêtises. Pour lui, il n'est d'opinion qu'éclairée. Une opinion qui n'est pas éclairée, vous demandez son avis à quelqu'un dans la rue sur un sujet sur lequel il n'a pas réfléchi, cette opinion ne vaut rien. Et je trouve ça bouleversant. Moi, je trouve ça très intéressant. Je vais intégrer ça, je vais intégrer ça du mieux que je peux dans les institutions, et nous devrions faire ça. C'est une bonne idée. C'est vrai qu'une opinion de quelqu'un qui n'a pas réfléchi, on s'en fout complètement. Ça vaut pas grand-chose. Il y a trop de chances qu'il se trompe. Alors, ce à quoi réfléchit Jacques, il réfléchit à comment on fait pour éclairer l'opinion. Et il dit, pour éclairer l'opinion, il faut que les gens aient vu des opinions contradictoires, il faut qu'ils aient vu des avis contradictoires, il faut avoir été confronté à des opinions dissidentes, les gens qui ne sont pas d'accord, qui s'empaillent devant nous, ou bien qui font des discours, on pourra d'ailleurs discuter du fait, est-ce qu'on les voit s'empailler, est-ce qu'on met en scène le fait qu'ils s'empaillent, ou bien est-ce qu'on fait comme à Athènes, où chaque orateur venait faire un discours, puis un discours, puis un discours, mais ils ne se parlaient pas entre eux. Peut-être que les deux ont des avantages. En tout cas... Étienne, il faut que je t'interrompe avant que tu dises tout ce que Jacques va dire. Je suis désolé. Voilà, d'accord. Donc, mais enfin, ce que je veux dire, un dernier mot quand même, c'est que ce soir, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse ensemble un atelier constituant. On va essayer, c'est la première fois que je fais ça, on va essayer de faire comme une scène. Moi, j'ai réfléchi dans le train, j'ai fait mon premier atelier tout seul, et j'ai traduit ce qu'il dit dans la conclusion. C'est un super bouquin, ça, un super bouquin. L'humanité du pouvoir, c'est super. Et dans la conclusion, moi j'ai écrit plein de notes au début, et puis je dis, t'as oublié ça, puis en fait dans la conclusion, je retrouve, en fait il a pensé à pratiquement tout, c'est super. Et ce qui est dit à la fin, j'ai essayé d'en faire un article. Et je vais vous montrer, on est au café, parce qu'un atelier constituant, ça se passe au café, et puis on en discute. Et je lui présente, et puis on en discute, il va me dire, mais t'as oublié ça, je sais pas comment ça va se passer, on va voir si ça se trouve, ça marchera pas bien. Et puis si ça se trouve, on n'ira pas au bout parce qu'on n'aura pas le temps. Et puis il faut qu'on garde du temps pour que vous puissiez nous interpeller, poser des questions, que ce soit. Mais interactif à 300, ça va être chaud, enfin on va voir. Bon, j'ai trop parlé, pardon. C'est à toi. Du coup, ben voilà, t'as fait les transitions pour moi, Jacques, tu as pu qu'enchaîner. Ok, merci Étienne, tu m'as laissé quand même quelques petites choses à dire, mais on va continuer. Enfin, tu fais très bien le meneur de jeu. Donc, oui, la première chose quand même qu'il faut que j'explique, c'est comment un biologiste, qu'il soit de la procréation ou d'autre chose, donc un type de labo, en vient à se mêler de la chose politique et à faire des propositions sur la démocratie. Parce que c'est pas évident comme ça. Pour moi, c'est devenu évident progressivement. Et bien avant cette histoire d'Amandine, j'ai commencé à travailler dans les années 60 à l'INRA. J'ai travaillé sur des vaches et j'ai eu comme mission d'augmenter la productivité laitière des vaches. Je passe là-dessus, mais j'ai mis au point des techniques de mère porteuse de vaches pour qu'une vache de haute productivité laitière, au lieu d'avoir un petit parent, comme il arrive aux femmes, elle en ait 10, 15, parce que ces embryons vont être portés par d'autres vaches et vont faire des veaux supposés de haute qualité laitière. Bon. Et quand j'ai fait ce boulot-là, je me suis aperçu, ça a marché à partir de 1972, j'ai eu les premiers veaux, et je me suis aperçu tout de suite, quand j'ai pu sortir de ma technique, de mes bricolages, mais réfléchir à ce que j'avais fait, que c'était complètement idiot, puisqu'il y avait déjà des quotas laitiers qui étaient imposés par l'Europe, et que donc augmenter la productivité ou la production laitière, au moment où on voulait la diminuer, je me demandais qui menait le bateau là-dedans. Et je me suis interrogé sur... Alors on peut faire des recherches stupides, elles sont commanditées d'en haut, on ne sait pas par qui, tout le monde est innocent. Et là j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui ne va pas, et il faudrait que la société se mêle un peu de ces affaires-là. Elle est toujours tenue en dehors. La preuve, c'est que même les gens qui ont mon âge ou presque, qui ne sont pas nombreux dans la salle, mais ne savent même pas que tout ça a existé.
On ne vous en a jamais parlé avant, ni pendant, ni après. Donc tout ça, ça passe. Et c'est dans plein de domaines. Bon, ensuite, j'ai donc travaillé sur la procréation humaine en me disant, cette fois, ça ne va pas être pour un truc idiot. C'était pas idiot, je ne renie pas d'avoir permis à des gens stériles d'avoir des bébés quand ils ne peuvent pas les avoir autrement. Mais il y a eu plein de dérives depuis. Et encore une fois, ça n'avait pas été décidé démocratiquement. C'est un truc qui est venu. Je te dis, on a pris l'initiative tout seul dans un hôpital. Et ensuite, toutes les dérives qu'il y a eu, elles se font au jour le jour, un peu dans tous les pays. Et il n'y a toujours pas... la population n'est toujours pas mêlée à la décision. Alors on crée des comités d'éthique, on fait vaguement des bouts de loi qui ne servent pas à grand-chose. Mais finalement, les gens sont tenus au dehors. Par là, je veux dire que bon, je me suis intéressé aussi, évidemment, assez vite, parce que j'ai quand même été un militant associatif. Je me suis intéressé au nucléaire, où là, on ne peut pas dire que la démocratie est régnée. Je me suis intéressé aux OGM, beaucoup aux OGM, où c'est pareil. Je me suis intéressé plus récemment aux nanotechnologies, à la biologie de synthèse. C'est toujours la même chose. Et alors, ce qui m'intéresse là-dedans, puisque vous voyez, c'est toujours des problèmes de technologie, mais on verra que c'est pareil pour les problèmes proprement politiques, c'est comment se fait la décision. Donc, ça complémente un peu ce que fait Étienne, c'est sûrement pour ça que ça m'intéresse, mais moi ce qu'il fait m'intéresse beaucoup. La Constitution, travailler à la démocratie en général, c'est fondamental. Moi je m'intéresse un peu à la fin du truc, c'est-à-dire comment on va décider de quelque chose démocratiquement. Je veux dire que, par exemple, là je vais vous parler des conventions de citoyens. Quand je parle de ça en milieu associatif, les gens me disent, bon, par exemple, si on fait une convention sur l'énergie nucléaire ou les déchets nucléaires ou sur les OGM, mais pourquoi tu veux demander à des gens qui connaissent rien, puisque nous on sait. Donc j'ai entendu ça de la part de militants. Nous on sait, t'as qu'à nous demander. Ah oui, mais à quelle association je vais demander ? Il n'y a pas forcément d'unanimité entre les associations, même si elles défendent toutes ce qu'elles croient être le bien public. Donc il y a plein de divergences. Et le moment de prendre une décision est un moment différent, à mon avis, de celui de l'agitation qui est menée par les associations, par les partis, par les syndicats, qui est indispensable. Mais ça, c'est le bruit de fond qu'il faut maintenir, à la fois pour apprendre aux gens qu'il se passe des choses, et pour animer un petit peu la vie démocratique sur ces sujets. Mais il y a un moment où il faut prendre une décision. Et ce moment-là, se pose le problème, qui va prendre la décision ? Et là, j'ai découvert un outil assez extraordinaire qui s'appelle normalement la conférence de citoyens, qui a été inventé par le Parlement danois en 1990, ça fait 25 ans. Il y en a eu des centaines dans le monde depuis, toujours avec des protocoles différents, parce que le protocole n'a jamais été écrit. Je le résume, ça se ramène à dire, on va faire un petit groupe de personnes, 15 à 20, tirés au sort dans la société. On va lui donner une formation avec différents points de vue, et on va demander à ces gens-là de prendre un avis sur le problème pour lequel on les a réunis. Puis ensuite, on dissout cette conférence de citoyens, parce qu'un citoyen de conférence, ça ne sert qu'une fois. On en prendra d'autres pour un autre problème. Voilà, ça c'est le schéma général. Et je l'ai vécu parce que j'ai été président de la Commission française du développement durable, qui est à mon avis une hérésie totale, mais j'ai quand même été président de ça, j'en ai démissionné au bout de 3 ans, avec fracas. Mais dans cette commission, on a tenu une conférence de citoyens sur les changements climatiques, en 2002. Et là, j'ai vu ce truc-là, j'ai été bluffé. Moi qui ne suis pas un optimiste de nature, j'ai vu comment les gens qui ont été tirés au sort peuvent évoluer et comment ils arrivent à dire des choses super intelligentes, plus que les experts. Et je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans. Et donc, depuis 2002, je gratte ce truc-là. Et en travaillant avec d'autres, avec des personnes, d'une part avec l'association Sciences Citoyennes, qui a pour but de mettre la science en démocratie, donc qui s'intéresse beaucoup aussi bien aux lanceurs d'alerte, à l'expertise, à la recherche participative, mais aussi à ces conférences de citoyens. On a sollicité des spécialistes universitaires, juristes, sociologues, pour travailler avec nous, pour écrire un règlement, pour écrire vraiment la règle du jeu de ces conférences de citoyens. On a écrit ça en 2007, on l'a fait connaître,
Et on attend toujours que le Parlement s'en empare, parce que si ce n'est pas inscrit dans la loi, ou mieux dans la Constitution, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'on pourra toujours réunir ces trucs-là, puis après faire ce qu'on veut. Donc, maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on a mis au point, à partir du schéma général inventé par les Danois et répandu dans tous les pays, et il y en a eu en France une dizaine à peu près de ces conférences de citoyens, plus ou moins bien faites, mais sans un protocole précis. Nous, on s'est dit, il faut vraiment un protocole irréprochable pour que le système soit imparable, ne soit pas critiquable, et soit reproductible. Et on a donc imaginé, alors là le tirage au sort, c'est assez facile, apparemment. C'est pas si facile parce qu'il suffit pas de tirer des gens au sort. En général, ces conférences de citoyens, c'est pour des problèmes très importants au niveau national, voire davantage, ça pourrait être au niveau international. Moi, je serais très favorable à ce qu'on les fasse à ce niveau-là, mais c'est pas au niveau local, c'est pas pour régler un problème local. Donc, il faut tirer au sort des gens, mais il faut avoir une hétérogénéité, bien sûr, ça c'est facile. Alors, on demande à un institut de sondage, à des professionnels, de faire ça, de faire ce choix. Et pour avoir cette quinzaine de citoyens tirés au sort, mais représentatifs de la population, il faut partir à peu près de 200. Donc, sur les listes électorales, ils prennent 200 personnes tirées au sort, ils leur téléphonent, ils leur demandent est-ce que vous avez envie de travailler bénévolement, je tiens, c'est très important, sur quelque chose qui vous demandera 3 week-ends de travail, plus éventuellement des réflexions, des coups de fil à la maison. Donc c'est un truc assez lourd. Les 2/3 des gens refusent, en gros. Donc il vous en reste 60. Et sur les 60, après, faut faire un échantillon d'une quinzaine, où il y a autant d'hommes que de femmes, c'est le plus facile. Mais les âges, les catégories socio-professionnelles, la région, plein de tous les caractères possibles auxquels sont habitués les sociologues qui gèrent les sondages, par exemple, ils arrivent à faire un groupe qui représente non pas toute la population, et même au niveau statistique, on dirait que ce n'est pas un échantillon représentatif, puisqu'il faudrait plus de 1000 personnes, statistiquement. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. L'important, c'est d'avoir la diversité maximale. 15 personnes avec la diversité maximale, c'est un groupe extraordinaire. Et je dirais même que, bon, je vais vous expliquer après, il y a un psychosociologue toujours impliqué là-dedans pour réguler d'éventuels problèmes à l'intérieur du groupe et pour servir de lien avec l'extérieur. Et les 3 premières conférences de citoyens qui ont eu lieu en France, donc depuis 1998, c'est le même psychosociologue, parce qu'il était vraiment très bon, il agit comme un technicien de la chose, il a été repris. Et il a dit, cette chose extraordinaire, il a dit, j'ai eu à chaque fois le même groupe. Évidemment, c'était pas le même, c'était d'autres gens. Mais ça veut dire que le groupe constitué de cette façon-là, il a une certaine objectivité, puisque pour ce professionnel des groupes, il n'avait jamais vu ça. Il avait chaque fois quelque chose qui était comme reproductible. Donc moi, je suis très content de ce commentaire. Alors, je vous explique comment c'est. Donc, on arrive à avoir ce groupe-là, ce jury citoyen, mais le plus dur après, c'est de lui donner la formation. Et c'est là qu'en général, dans les conférences de citoyens, il y a beaucoup de défauts, parce que souvent ceux qui initient le processus ont un point de vue à défendre pour arriver à une certaine solution, donc ils vont faire venir des experts défendant surtout un point de vue, et ça ne va pas être très équilibré. Et là, on a inventé, dans d'autres projets de loi, on a inventé un truc qui est un comité de pilotage, qui est nommé par le comité d'organisation, donc par ceux qui sont commanditaires de la conférence de citoyens. Et ce comité de pilotage, qui compte seulement une dizaine de personnes, il est composé de gens connus pour ne pas être d'accord entre eux. Alors ça c'est possible parce que les conférences de citoyens ont pour but de résoudre une controverse. C'est pas un problème qu'on va inventer à l'université puis on va dire aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Non, elle intervient quand il y a déjà une controverse dans la société. Quand il y a des gens qui ont une solution, une autre, bon, il y a plusieurs solutions proposées. Si bien qu'on a vu apparaître des leaders d'opinion, des individus, des associatifs, des industriels, des gens qui disent non, il faut résoudre ce problème de telle façon. Alors vous voyez bien que c'est vrai pour les OGM, le nucléaire, pour un tas de choses. Donc on connaît les gens, on peut identifier ceux qui représentent des opinions différentes. Et c'est ceux-là qu'on met dans le comité de pilotage avec une seule mission. Vous allez vous engueuler autant que vous voulez, mais vous allez construire un programme pour les citoyens, vous allez le faire consensuellement. C'est-à-dire que chacun va essayer de défendre son point de vue en disant il faut faire intervenir un tel qui va parler de ça,
ok, mais un autre va dire il faut faire... Mais ils vont finir, en lâchant chacun un peu de lest, ils vont finir par rédiger un programme de formation dans lequel les points de vue seront représentés de façon qui a une certaine objectivité. Disons que ce système du comité de pilotage pluriel, avec des avis contradictoires, c'est, à notre avis, la façon la plus objective de construire un programme de formation. Peut-être qu'on en trouvera une meilleure, mais pour le moment, il n'y en a pas. Parce que là, ça évite tous les biais. Donc les citoyens vont être confrontés à ce programme, ils vont subir la formation, et ils vont la subir de façon... Enfin, ils vont la subir en général, ils sont ravis. Ceux qui ont accepté ça se prennent au jeu, et un peu comme disait Étienne, l'enthousiasme est extraordinaire. Et ils vont donc, pendant 2 week-ends, avoir cette formation qui a été prévue, qui se passe dans un endroit fermé, parce qu'il faut éviter toute influence extérieure qui n'ait pas été prévue dans le programme par le comité de pilotage. Si vous avez bien équilibré tous les points de vue, et qu'ensuite il y a un GUS, que ce soit un associatif ou un industriel ou n'importe qui se débrouille pour venir bouffer avec les citoyens et qui va les faire pencher d'un côté, le système est foutu, évidemment. Donc, c'est très rigoureux. Par exemple, les citoyens vont manger entre eux, mais pas avec les formateurs. Les formateurs ont chacun un temps qui leur est donné, ça va être une demi-heure pour l'un, 1h30 pour un autre. C'est le comité de pilotage qui l'a décidé, sur des thèmes variés. Et puis après, ils s'en vont. Et le comité de pilotage lui-même, les gens dont je parlais, connus pour avoir des opinions, ne verront jamais les citoyens. Vous voyez, on essaye d'avoir une espèce de sas de sécurité contre les lobbies divers. Et donc, ces citoyens vont avoir une formation pendant 2 week-ends. Ils vont aussi avoir des documents à lire chez eux, choisis de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a un appel à tous ceux qui voudraient participer à ça en donnant l'information. Et le comité de pilotage, encore une fois, de la même façon, va choisir des textes pour pas donner des tonnes de documents, mais donner tel film, tel bouquin, tel article aux citoyens. Donc ils vont avoir du boulot, ils peuvent se téléphoner, et dans ces week-ends, évidemment, ils peuvent parler entre eux, c'est même tout à fait recommandé, ils discutent, ils mangent ensemble, et même dans la première que j'avais organisée, il y en a même qui ont fait des petits. Donc vous voyez que ça travaille beaucoup, et tout ça dans la joie. Et après ces 2 week-ends de formation, il y a un 3e week-end, et celui-là, c'est les citoyens eux-mêmes qui l'organisent. C'est-à-dire qu'ils sont devenus assez savants sur le sujet pour voir qu'il y a des trous qui manquent pour qu'ils puissent vraiment donner un avis qui soit complètement éclairé. Et ils demandent qu'on fasse comparaître des individus qu'on n'avait pas prévus, qui peuvent être aussi bien un universitaire, un ambassadeur. Par exemple, sur le changement climatique, ils ont demandé l'ambassadeur des États-Unis, puisque les États-Unis étaient opposés à tout règlement qui serait contraignant contre le mode de vie américain, disait-il. Donc ils ont jugé intéressant, mais c'était une idée géniale que le comité de pilotage n'avait pas eu, de faire venir l'ambassadeur des États-Unis. Et il y a des trucs comme ça. Et ça se passe d'ailleurs en public. Mais les citoyens, cette fois-là, ne pourront pas être influencés par d'autres personnes que celles qu'ils interrogent, parce que bien qu'ils soient en public, le public n'a pas le droit d'intervenir, il peut regarder seulement. Et ensuite, quand, à la fin de la journée, les citoyens ont interrogé les experts qu'ils ont eux-mêmes commandés, et ils les ont cuisinés, je peux vous dire que c'est très savoureux. Quand vous voyez un type qui passe à la télé pour expliquer, je sais pas quoi, que les OGM c'est extraordinaire, c'est un généticien connu, donc il a l'ascendant y compris sur le journaliste, il explique plein de trucs. Là vous voyez, moi j'ai vu ça, parce que je vais à chaque fois quand il y a une conférence citoyenne, il n'y en a pas eu beaucoup, je vous dis une dizaine, mais j'essaie toujours d'aller à ce truc public, où vous voyez ce type ridiculisé par les citoyens qui disent « mais là vous racontez n'importe quoi ». Il y a MacDonald qui a écrit dans Nature en 1992 que je sais pas quoi, vous ne teniez pas compte de ça. Et le type est complètement coincé, il se trouve presque humilié par ces gens. C'est rien du tout finalement. Ces citoyens ordinaires qui viennent lui montrer que qu'il a un point de vue qui n'est pas forcément le bon et qui viennent le critiquer, y compris dans son propre domaine. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez délicieux. Et je disais, on peut voir les citoyens parce qu'on ne pourra jamais leur parler. Ils vont ensuite se replier dans une salle derrière et ils vont commencer à rédiger leur avis, à discuter, à rédiger leur avis, qu'ils rendront public en général à l'aube, parce qu'il faut une nuit de travail. Ils rendront public à l'aube par une conférence de presse. Donc elle n'a pas lieu trop tôt parce que les journalistes, c'est une espèce qui se lève un peu tard. Donc ils font ça à partir de 10h. Puis après, ils rentrent chez eux, c'est fini, c'est dissous. Sauf que
l'organisateur s'engage à leur dire qu'est-ce qu'est devenu leur avis, comment il a été utilisé et comment il a été respecté ou pas respecté. Il y a aussi un comité qui est chargé, nommé aussi par le comité d'organisation, qui est chargé de vérifier que tout a été bien fait. Tout est filmé en vidéo, ça ne coûte rien la vidéo. Tout est filmé, si bien que les universitaires, par exemple, qui travaillent sur la sociologie des débats, de la démocratie, il y en a plein, ils peuvent avoir accès à ces documents-là et voir où il y a des défauts et permettre éventuellement des progrès dans la procédure. Et puis, c'est rendu public puisqu'il y a une conférence de presse. Et dans notre idée, ça devrait être inscrit évidemment dans la loi. Pour le moment, c'est presque une pratique sauvage. C'est pour ça que moi, j'encourage même pas à en faire, parce qu'il y aura une grande désillusion pour les citoyens qui se sont donné beaucoup de mal si on ne tient pas compte de ce qu'ils ont dit. Donc nous, ce qu'on a prévu dans notre projet de loi, c'est que les élus, en l'occurrence le Parlement, doivent s'emparer de l'avis des citoyens, le discuter dans la transparence et émettre un vote nominal. C'est-à-dire que chacun qui est opposé à l'avis des citoyens le fait savoir. Et il ne pourra pas dire plus tard, ah ben on ne savait pas, un peu comme aujourd'hui, on ne savait pas que ce produit était dangereux, on avait reçu les prospectus de Monsanto, les machins en couleur, c'était super, on nous a tout expliqué, donc nous on était d'accord. Non, là il y a l'avis des citoyens, il faut qu'ils disent, qu'ils reconnaissent. Et on ne peut pas obliger les élus à suivre l'avis des citoyens, tout simplement parce que les citoyens ne sont pas élus. Donc les élus sont là pour faire la loi. On est obligé, au moins jusqu'à ce jour, peut-être qu'on va changer avec Étienne, mais jusqu'à ce jour c'est comme ça. Donc, on va suivre le truc, mais il faut que ces élus prennent leurs responsabilités. Et je suis persuadé que ça changerait beaucoup leur décision d'être mis devant leurs responsabilités. Alors, j'en viens à ce truc d'humanitude, qui est le titre de mon bouquin. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce qu'il y a un truc extraordinaire qu'on a observé dans tous les pays du monde, hein. Il y a des Allemands, des Américains, partout, qu'on a observé que quand les gens, comme ça, 15 ou 20 personnes, sont mis dans une situation de responsabilité, bon, avec un protocole moins rigoureux que celui qu'on propose, ce serait encore mieux avec ça, mais déjà, même quand c'est un peu brouillon, sont mis en situation de responsabilité où ils ont l'impression vraiment sérieuse que ce qu'ils sont en train de faire peut avoir une influence sur le monde, sur la planète, sur l'humanité. Et c'est vrai, c'est souvent le cas pour les thèmes que j'évoquais, le nucléaire, les OGM, c'est vrai. Eh bien, quand ils sont persuadés de ça, ils se mettent à travailler d'une façon qui est tout à fait particulière, c'est-à-dire qu'ils vont développer à la fois une intelligence de groupe, ça se voit un peu dans tous les groupes qui travaillent sérieusement, on produit toujours à 15 un document de qualité supérieure à celui qu'on produirait tout seul, bien évidemment. Et c'est d'autant plus vrai quand cette quinzaine de personnes est variée. C'est-à-dire, il y a une femme de ménage, il y a un médecin, il y a une mère de famille, il y a des gens, quoi. Des gens. Et quand ils sont tellement différents, ils se complètent beaucoup mieux que si c'était tous de la même tribu de l'ENA, par exemple. Donc ils se complètent beaucoup. Et ils sont en responsabilité. Donc l'intelligence, elle est là. Mais il y a un truc en plus. Il y a un truc en plus, c'est qu'ils se prennent tellement au sérieux qu'ils vont tous rechercher ce qu'on peut appeler le bien commun. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prêcher dans leur avis qu'il faut faire quelque chose qui les arrangerait eux, dans leur vie personnelle, dans leur famille, dans leur groupe. Non, ils vont proposer des choses au niveau de l'humanité, et même, on pourrait dire, de l'humanité à venir.